J'ai l'immense plaisir d'accueillir à mes côtés Johan Titren, un homme très engagé sur les sujets de diversité et inclusion. C'est le directeur d'INI chez 2ADECO Group. Il lutte depuis plus de 15 ans contre toutes les formes de discrimination dans le monde du travail. Sa particularité, il sait traiter des sujets classiques comme l'égalité homme-femme, le handicap, l'LGBT, mais aussi sortir du cadre. On nous a parlé de l'impact de la ménopause sur la carrière des femmes ou des réfugiés. Et vous allez voir, c'est un vrai passionné. Alors, Johan, tu es particulièrement engagé. D'où te vient cette flamme qui brûle depuis maintenant 15 ans? Alors bonjour Virginie, d'abord merci de m'accueillir dans l'émission. Je ne vais pas être très original, je veux dire il y a 3 tiers qui animent chez moi cette flamme comme tu l'as qualifiée. Le premier tiers c'est mon histoire familiale, personnelle. Je viens alors comme on les appelle maintenant, des Hauts-de-France. Je viens des milieux populaires, comme on les appelle encore classiquement. Et voilà, ça c'est un tiers de ce qui me fait vibrer, ou ce qui explique en tout cas mes vibrations. Le deuxième tiers, l'école républicaine. Moi, je me suis construit à travers l'école et par l'école, et j'ai le souvenir, comme peut-être quelques-uns d'entre nous avons, de quelques professeurs qui ont marqué, qui m'ont fait prendre la bonne trajectoire, qui m'ont inspiré. Donc, un tiers d'école républicaine. Et puis, s'il y a un dernier tiers qui peut-être celui-là m'appartient un petit peu plus, c'est quelques convictions personnelles et beaucoup de curiosité sur le monde qui nous entoure et sur comment il fonctionne ou comment il devrait ou pourrait fonctionner. D'accord. C'est ça le secret de la petite femme qui m'anime. Et justement, en tant que directeur, tu as des projets extrêmement ambitieux. Donc là, je prends mon petit papier pour lire tout ce que tu prévois de faire d'ici 2024. Mettre en emploi 5 000 intérimaires en situation de handicap par an. Former 1000 candidats pour répondre aux enjeux de compétences. Accompagner 15 000 entreprises dans leur politique d'emploi de travailleurs handicapés. Mais c'est très ambitieux. Alors, comment vas-tu faire? Alors d'abord, merci, je suis content que tu trouves ça ambitieux, parce qu'effectivement, si on a fixé ces objectifs, c'est pour avoir de l'impact. Et donc c'est extrêmement important, en tout cas à mes yeux, quand on travaille sur les sujets de diversité et d'inclusion. Le sujet aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il faut en faire, c'est comment on en fait et comment on en fait avec impact. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné ces objectifs. Maintenant, comment on fait, comment on va y arriver à réaliser ces objectifs? Peut-être la première chose que je dois dire, c'est que moi je suis un héritier. Je ne suis pas doté d'un super pouvoir, je ne suis pas un super héros, je suis un héritier de qui, de quoi? Je suis un héritier des personnes qui m'ont précédé, des personnes qui, il y a plus de 35 ans, dans les agences du groupe ADECO, à un moment se sont mobilisées, se sont levées pour l'emploi des personnes en situation de handicap, pour se dire que ce n'est pas parce qu'une personne a une situation de handicap, quelle qu'elle soit, qu'elle n'a pas de compétences. Et que quand on travaille sur le monde de l'emploi, la seule chose qui compte, ce sont les compétences et pas le handicap. On recrute des compétences, on ne recrute pas une situation de handicap. Donc je suis un héritier de 35 ans d'histoire. Alors après, tu me l'as dit, j'ai quelques idées, et puis j'ai envie que ça change, j'ai envie d'avoir de l'impact, donc on a fixé ces objectifs-là, on les a négociés avec nos partenaires sociaux. Je vais prendre 3 exemples de comment on va y arriver à atteindre ces objectifs. Le premier, c'est qu'on a créé un service pour nos intérimaires, pour nos candidates et intérimaires, qui s'intitule « À vos côtés intérimaires ». C'est quoi ce service? C'est un service qui répond aux questions que peuvent se poser nos intérimaires sur leur situation, et en particulier leur situation de handicap. Est-ce que j'en parle ou pas à mon employeur? Comment j'en parle? Est-ce que ma situation, en fait, elle relève ou elle pourrait relever d'une situation de handicap? Je sais que c'est ma situation, mon état de santé relève d'une situation de handicap, mais je dois remplir le dossier auprès de l'administration, je suis un peu perdu, j'ai besoin de conseils. C'est ça le service à vos côtés intérimaires, c'est un service exclusif qu'on apporte à nos intérimaires, à nos candidats et candidates. On pense d'ici 3 ans accompagner 6 000 personnes, 6 000 intérimaires qui vont nous solliciter, et sur ces 6 000 personnes, on estime qu'il y en a 1500 qui vont effectivement faire reconnaître et déclarer leur situation de handicap à l'issue de l'accompagnement qu'on leur apporte. Ça, c'est une première illustration. Deuxième illustration, la formation. 100% de nos recruteurs vont être formés, je devrais même dire, vont être reformés au recrutement inclusif.
Pourquoi ? Parce que la professionnalisation de la compétence, c'est plus qu'une conviction, c'est un dada chez moi. Je suis convaincu que la diversité, l'inclusion, c'est pas une affaire juste une affaire d'envie, une affaire de bons sentiments, c'est une affaire de compétences, une affaire d'expertise. Donc on va former et reformer encore l'ensemble de nos recruteurs au recrutement inclusif. Et puis, tu l'as dit, les entreprises, les employeurs, on va mettre en place des actions de sensibilisation, on va mettre en place des conférences, des modules de pédagogique pour les accompagner aussi vers ce recrutement inclusif et les ouvrir à la différence. Je vais prendre un chiffre, si tu me le permets encore. On l'a annoncé la semaine passée à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, en France, en 2022, il y a 18% des offres d'emploi qui comportent une mention handi accueillante. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'elle comporte un morceau de texte, un signal d'ouverture à l'attention des personnes en situation de handicap pour qu'elles candidatent à cette offre d'emploi. C'est 50% de plus qu'il y a 3 ans. Donc il y a une réalité, il y a une dynamique, on veut pouvoir l'accompagner parce que derrière tout ça, encore une fois, l'enjeu c'est le recrutement inclusif. Dit autrement, on arrête le clonage, on se focalise sur les compétences, les hard skills, les soft skills, on met en place des méthodes de recrutement qui permettent de révéler le potentiel, le talent qui sommeille parfois en chacun d'entre nous et qu'on doit révéler pour donner à toutes et à tous les mêmes chances d'accéder au travail. Merci beaucoup pour ces éléments, effectivement, c'est concret. Mais alors, en ce qui te concerne, toi, Joanne, est-ce que tu as déjà eu le sentiment de subir des stéréotypes en tant que directeur d'INI? Te dire le contraire, ce serait mentir, bien sûr. Alors évidemment, ces stéréotypes, ils n'ont rien à voir, ils sont bien moins puissants que les personnes en situation de handicap, que les personnes LGBT, que toutes les publics fragiles peuvent subir. Mais oui, il y a des caricatures de directeurs, directrices, diversité, inclusion, on est l'alibi du DG ou de je ne sais trop qui, on est une caution morale, on est des êtres qualifiés de bisounours, on est des centre de coûts. Alors là, c'est presque l'injure ultime. Vous vous coûtez, sous-entendu, les autres, nous, on rapporte. Bien sûr, il y a plein de préjugés autour de comment vous réagissez personnellement par rapport à ça? Comment est-ce qu'on réagit? Moi, en tout cas, quand on occupe cette fonction-là, parce que je parle de moi, mais je pense que c'est l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces fonctions-là, en fait, pour celles qui travaillent en entreprise, on a fait le choix. Moi, j'ai fait le choix de mettre ma militance au service de l'entrepreneuriat. Parce que j'ai une conviction, c'est que on ne fera pas la société inclusive, le monde du travail inclusif de demain, sans ou contre les entreprises, mais avec les entreprises. Donc il faut qu'il y ait des acteurs qui soient à l'intérieur des entreprises pour porter ce changement. Moi, c'est le choix que j'ai fait. D'autres le font et le portent dans des associations, dans des organisations syndicales, dans des institutions publiques. Moi, je le fais au sein des entreprises, parce que encore une fois, j'ai cette conviction. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, en tant que contributrices à la société de demain, sont attendues. Et c'est vrai que le regard, les attentes, les exigences de l'opinion publique sont extrêmement fortes vis-à-vis des entreprises. Et je pense qu'elles peuvent être une partie de la solution. Et donc, on a besoin d'acteurs, d'intrapreneurs à l'intérieur de ces organisations pour porter le changement. Et d'ailleurs, comme ça fait 13 ans que tu travailles bien dans cet univers de manière très engagée, as-tu le sentiment que l'essor des réseaux sociaux a changé le regard des nouvelles générations? Alors, c'est une bonne question, je te remercie, parce que c'est vrai, les réseaux sociaux ont pris une place considérable, et notamment auprès des nouvelles générations. Moi, mon regard là-dessus, c'est les nouvelles générations, oui, elles sont plus conscientes. D'accord. Elles n'en sont pour autant pas moins exposées aux stéréotypes ou plus agissantes que l'ensemble des générations. Alors je m'explique et j'ai en tête, on a fait un travail à la FMD, tu l'as cité tout à l'heure, l'Association française des managers de la diversité. On a fait un travail avec la conférence des grandes écoles sur les stéréotypes de genre, donc c'est une catégorie et importante quand on agit en faveur de la diversité et de l'inclusion, donc sur les stéréotypes de genre des étudiants des grandes écoles. Donc là, on parle bien des hommes et des femmes. Oui, tout à fait. On les a interrogés et le premier enseignement, c'est, je disais, ces générations-là sont plus conscientes que les générations précédentes. Donc quand elles sont plus conscientes, c'est quand on leur pose la question de est-ce que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes représente un enjeu prioritaire pour vous? Oui, très fortement et beaucoup plus
que les générations précédentes. Maintenant, quand on va un peu plus loin et qu'on les interroge sur, par exemple, existe-t-il des compétences qui sont attribuées spécifiquement aux femmes ou aux hommes, ils sont encore une majorité, précisément 2/3 de ces étudiants et étudiantes répondent que oui, à leurs yeux, il existerait des compétences féminines et des compétences masculines, donc dit autrement, elles véhiculent encore des stéréotypes. Donc il y a plus de conscience, mais il n'y a pas moins de stéréotypes. Et c'est pour ça que, si je le dis autrement, à mes yeux en tout cas, c'est pas tant une affaire d'âge ou de génération. La diversité, l'inclusion, l'ouverture à la différence. Je crois fondamentalement que c'est une question de connaissances et de compétences. Je reviens à mon dada. Et c'est quand j'entends les ministres à la rentrée dire il faut former au collège, au lycée, les jeunes aux stéréotypes de genre, aux violences sexuelles et sexistes. Bien sûr, il faut le faire. La loi le prévoit, c'est pas appliqué, c'est pas mis en œuvre dans les collèges et les lycées. Bien sûr, il faut le faire pour que ce soit une connaissance, pour que ce soit conscient et que ça devienne actif. Et bien sûr, il faut le poursuivre dans le monde professionnel ou dans le monde qui amènera les étudiants, je reviens à cet exemple, à devenir des professionnels. Et donc, la FND, par exemple, a proposé, durant la présidentielle, d'inclure et de rendre obligatoire dans tous les cursus d'enseignement supérieur un module de formation à la lutte contre la discrimination, à la diversité, à l'inclusion. C'est comme ça je pense qu'on conduira le changement au-delà de la prise de conscience, mais dans l'action envers et pour la diversité et l'inclusion. Alors, tu es un homme d'action, tu viens de le démontrer, puisque tu t'engages à la fois au niveau des entreprises, au niveau associatif et au niveau politique. Mais alors, que de temps en temps, tu te décourages quand tu vas à la lenteur des changements. Et comment tu gères si ça t'arrive? Oui. Alors bien sûr, ça m'arrive, comme tout à tout le monde. Quand on travaille sur la diversité et l'inclusion, je dis toujours, ce sont des sujets à forte intensité émotionnelle. Alors il y a bien sûr de l'intensité positive qui vous porte. Je reviens sur la semaine passée, l'exemple de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Bien sûr, c'est un moteur, c'est un canaliseur. Il y a plein d'intentions qui sont réunies, il y a plein d'actions. On voit plein de sourires, on voit plein de témoignages. Donc ça, vous repartez. C'est plus, ça vibre très très fort. Et puis, dans la réalité de votre métier et dans la réalité de la semaine passée, pour ce qui me concerne, j'ai aussi eu à gérer, par exemple, le signalement de victimes d'agressions sexuelles. Là aussi, bien sûr, la charge émotionnelle est extrêmement forte, mais c'est pas du tout la même tonalité que l'exemple précédent. Donc, oui, ce sont des métiers à forte charge émotionnelle. Donc, on a des hauts, on a des bas. Comment est-ce que, moi, modestement, je peux faire? J'ai 3 sources d'inspiration. Les sourires, les paroles, les témoignages des personnes en elles-mêmes pour lesquelles on agit. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus belle inspiration que celle-là. Deuxième inspiration, mes pairs. Mes homologues, ceux avec qui exercent des fonctions similaires aux miennes et qui se trouvent dans d'autres organisations. Et donc, tu as cité la FMD, tu as cité le Club Handicap et Compétences. Et bien sûr, ce sont des lieux où on va se retrouver pour travailler, mais on va aussi se retrouver pour s'inspirer les uns les autres, se redonner un coup de boost quand l'un ou l'autre se trouve plutôt au creux de la vague que tout en haut de la montagne. Et puis, si j'avais une troisième motivation, en tout cas moi qui un moteur très très fort, c'est le travail. Le travail, je suis convaincu que le travail sur les thématiques de diversité et d'inclusion, c'est ce qui contribue à faire le changement, à conduire le changement, et c'est aussi ce qui permet d'éviter, en tout cas moi, de répondre à ce syndrome qui nous traverse régulièrement, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que ce que je contribue à faire permet d'amener le changement pour lequel je milite? C'est le travail qui permet d'apporter une réponse. Donc voilà mes 3 petits ingrédients secrets en quelque sorte pour faire face à la charge émotionnelle et aux émotions que suscite ce type d'activité. Merci beaucoup, Joanne, pour tant de générosité. Et vraiment, j'ai appris énormément de choses et c'est passionnant. Mais je t'en prie, merci à toi.